Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour enfin une nouvelle vidéo sur, fin de la série sur les maladies et les troubles mentaux. Donc c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais j'étais grave concentrée sur les vidéos tirage et plein d'autres trucs. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo pour tous les signes du zodiaque de tirage pour le mois de janvier 2021. Donc j'ai fait une playlist entière avec toutes les vidéos. Donc je vous la mets ici. Il me semble que c'est là ou là, je sais jamais. Bref, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour un peu plus de précision, parce que comme je le répète dans les vidéos, c'est des tirages qui sont généraux. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de la dépression. C'est un sujet qui me touche beaucoup, enfin qui me touche personnellement, puisque je suis en plein dedans depuis quelques années maintenant, et j'avais vraiment trop hâte de vous en parler. Du coup si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Déjà, pour définir un peu ce que c'est la dépression, donc c'est un trouble de l'humeur qui se caractérise par une profonde tristesse, un désespoir, un manque de désir de vivre, un repli sur soi, une perte d'intérêt et de motivation pour les activités de tous les jours. On a aussi un changement de comportement et un ralentissement psychique et moteur qui peuvent conduire dans les cas les plus extrêmes au suicide. Il faut savoir que on peut aussi l'appeler épisode dépressif majeur, et c'est pas un simple vague à l'âme de quelques jours. La dépression, ça se traduit par une série précise de symptômes qui se manifestent sur une durée minimale de 2 semaines et qui peut perdurer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ou voire même plusieurs années. Pour faire la différence entre une dépression et une déprime, parce que c'est vraiment un amalgame que beaucoup de gens font, il faut savoir que beaucoup de personnes connaissent des épisodes de déprime plus courts liés à des facteurs déclenchants comme la mauvaise saison, la mort d'un proche, encore le baby blues. Mais le mot dépression, et en fait il est entré dans le langage courant et il désigne pas toujours à bon escient le trouble dépressif en fait. Par exemple, la tristesse et l'abattement qui sont consécutifs à un deuil ne sont pas toujours dépressifs, même s'ils durent plusieurs semaines. Et de même, des sentiments passagers de mélancolie et des pertes d'enthousiasme ne forment pas obligatoirement une dépression, mais plutôt une simple phase de déprime qui est appelée à disparaître spontanément. Et en fait, du coup, ces choses-là que je viens de vous citer, ça s'apparente dans la réalité à de la déprime et non à de la dépression, qui est une réelle maladie et une réelle pathologie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dépression. Donc on a l'état dépressif, qui est un trouble psychologique qui se caractérise par un état dépressif caractéristique. Et donc ce trouble-là se traduit par une baisse de l'humeur, un désintérêt pour des activités habituellement qui sont source de plaisir, un sentiment de culpabilité et ou une baisse de l'estime de soi. Un état dépressif peut également avoir des conséquences sur le sommeil et l'alimentation et donner lieu à des idées suicidaires. Et dans 60% des cas, les états dépressifs sont traités par la prise d'antidépresseurs. Et en plus de ces antidépresseurs, on accompagne souvent ce traitement avec une psychothérapie. Ensuite, on a ce qu'on appelle la dépression chronique, c'est quand la dépression se poursuit pendant au moins 2 ans. Et là, on peut parler de dépression chronique. Et si elle est soignée par des antidépresseurs et une psychothérapie, parfois on peut avoir recours à une hospitalisation en milieu psychiatrique, parce que ça peut s'avérer nécessaire. On a la dépression réactionnelle, qui est une forme de dépression causée par un événement marquant ou une pression psychique excessive. Donc ça peut être suite à un deuil, à un accident, à un problème professionnel, ou même parfois à des événements qui peuvent paraître dérisoires. Et les personnes en dépression réactionnelle sont sujettes aux pleurs intempestifs, à des troubles du sommeil et présentent les symptômes d'une dépression classique, c'est-à-dire tristesse, perte d'intérêt et de motivation, repli sur soi, ralentissement psychique et moteur, modification de comportement. Et cette dépression réactionnelle est généralement traitée par des antidépresseurs
complétée par une prise en charge psychothérapeutique. Ensuite, on a la dépression saisonnière. Donc c'est un épisode dépressif qui touche plus souvent les femmes et les enfants et donc qui survient généralement au début de l'automne et au début de l'hiver et qui s'installe jusqu'au printemps. Elle est provoquée par une baisse de la lumière naturelle et les symptômes ce sont ceux d'un épisode dépressif, donc tristesse permanente, perte d'intérêt pour les activités de tous les jours, de la boulimie sucrée, l'hypersomnie, la somnolence et une fatigue intense dès le réveil. À tout ça, on peut aussi associer une baisse de libido, une prise de poids, une irritabilité et une dévalorisation de soi. Et il existe une thérapie spécifique pour enrayer cette dépression saisonnière, c'est la luminothérapie. Donc c'est une méthode qui consiste à s'exposer à une forte lumière qui est proche de celle du soleil. C'est des séances qui durent à peu près une demi-heure, mais il faut savoir que les lampes de luminothérapie sont aussi disponibles dans le commerce et donc des séances de psychothérapie peuvent compléter ce protocole de soins. Je vous ai déjà un peu parlé des signes d'une dépression et des symptômes, mais là je vais vraiment tout vous dire. Donc selon l'OMS, 9 symptômes existent de la dépression et sont variables d'un individu à l'autre. Donc on a une humeur triste exprimée presque tous les jours, souvent plus prononcée le matin que le soir, aboutissant parfois à des crises de larmes sans motivation, une perte d'intérêt pour les activités habituelles. On a une diminution générale de la libido, une dévalorisation de soi, une culpabilisation vis-à-vis de l'entourage, le doute systématique et exagéré sur la valeur de ses actes ou de ses idées, les pensées récurrentes de mort et idées suicidaires, le ralentissement psychomoteur qui se traduit par des difficultés de concentration, des baisses de vigilance, des trous de mémoire, des difficultés à suivre ou à participer à une conversation et à l'indécision face aux choix les plus simples. On a aussi la variation importante de poids, à peu près 5% de la masse corporelle, que ce soit en perte ou en gain. Le trouble du sommeil se manifestant par une insomnie, donc difficulté d'endormissement ou réveil nocturne, ou une hypersomnie, envie fréquente de dormir, volonté consciente ou inconsciente de trouver refuge dans le sommeil. Et avec ça, en plus, la sensation de fatigue dès le matin. Moi, je sais que c'est ce que j'ai. Déjà, je mets énormément de temps à m'endormir, mais une fois que je dors, alors là, vous ne m'arrêtez plus. Vous ne m'arrêtez plus. Et j'ai beau dormir, genre, je crois qu'une fois j'avais fait une nuit de 18 heures et j'étais quand même fatiguée en me réveillant. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et donc pour les patients qui présentent entre 5 et 7 symptômes, la dépression est considérée comme légère à modérée et au-delà de 8 symptômes, elle est dite sévère. Il faut savoir aussi qu'un individu dont l'un des parents fait une dépression a 2 à 4 fois plus de risque d'être lui-même dépressif. Donc c'est énorme. Pour ce qui est des causes et des facteurs de risque, donc comme je vous ai dit, il existe des facteurs de risque héréditaires, mais plusieurs autres facteurs sont associés dans le déclenchement d'un épisode dépressif. En moyenne, le premier épisode dépressif majeur se situe autour de 35 ans. Je trouve que c'est assez tard. Enfin moi quand j'ai fait mes recherches et tout, je trouvais ça assez tard parce que moi mon premier épisode dépressif j'ai dû l'avoir à 14 ans, donc je sais pas trop. Il faut savoir qu'il s'agit du trouble de l'humeur le plus répandu dans la population. Il touche 13% des femmes et 6,4% des hommes. Et quant à la probabilité de développer une dépression au cours de l'existence, elle s'élève à 10% chez les hommes et 20% chez les femmes, donc ce qui est énorme. Donc c'est un risque qui est élevé et un homme sur 10 et une femme sur 5 sont ou seront donc sujets à la dépression. Et on a plusieurs millions de familles concernées en France. Pour la dépression de la femme, donc comme je vous ai dit, les femmes souffrent 2 fois plus de dépression que les hommes et pour cause, les périodes de modification hormonale comme la puberté, le cycle menstruel, la grossesse et surtout la ménopause, ce sont des choses qui agissent énormément sur l'humeur. Et par exemple, la ménopause correspond à une étape existentielle majeure pendant laquelle la femme doit accepter l'idée qu'elle aura plus d'enfants et ça peut causer de profonds bouleversements psychologiques qui peuvent être compensés selon les cas par des traitements hormonaux. On a aussi de la dépression chez les enfants qui est généralement plus bruyante que celle à l'âge adulte, dans le sens où elle s'associe à des troubles du comportement, par exemple des difficultés scolaires, des phases d'agitation et de repli,
de l'irritabilité, des crises de colère, de l'isolement, qui sont souvent des motifs pour justement aller consulter. Ensuite, on a la dépression chez l'adolescent. Donc comme on sait, l'adolescence, c'est une période de transition qui est marquée par le sentiment d'échec, de regret et de désillusion, parce qu'en effet, l'adolescent doit renoncer à ses rêves d'enfant et se confronter à la réalité de l'âge adulte. On sait tous que l'adolescence, c'est pas un âge très très cool. C'est pourquoi il y a des états dépressifs de sévérité variable, hein, qui sont fréquents. Et le trouble dépressif de l'adolescent peut passer totalement inaperçu, notamment lorsque ça revêt d'autres formes que celles rencontrées chez l'adulte. Donc, comme je vous ai dit, la dévalorisation, le pessimisme, etc. Et ça se manifeste autrement, par exemple avec des conflits avec l'autorité, que ce soit scolaire ou parentale, des affections psychosomatiques, moi je sais que j'en ai eu énormément et j'en ai encore beaucoup, des troubles de la sexualité, etc. Et tout ça, ce sont des états qui peuvent masquer une dépression sous-jacente mais qui est bien réelle. Ensuite, on a la dépression de la personne âgée qui est difficile à diagnostiquer parce que les modifications de comportement comme l'irritabilité, l'anxiété, les plaintes par rapport au corps sont aussi liées à l'âge. Et se replier sur soi-même, se sentir triste et se plaindre peut en effet paraître tout à fait normal à cet âge-là, mais pourtant ce sont des symptômes qui ne sont pas à prendre à la légère parce que la dépression à cet âge-là ne serait pas diagnostiquée dans 40% des cas, ce qui est énorme. Maintenant, comment se sortir de la dépression? Le traitement de la dépression, ça comporte deux choses qui se complètent, c'est-à-dire les médicaments et la psychothérapie qui interviennent à deux niveaux. Donc le premier niveau sur le cerveau grâce aux médicaments et sur le psychisme grâce à la parole. Et c'est parfois très long pour justement éviter le risque de récidive. On a de nombreuses études qui ont confirmé l'efficacité pour 80% des malades de l'association médicaments-psychothérapie. Et en plus, la dépression étant une maladie complexe, il n'existe pas une seule méthode. La prise en charge, ça dépend notamment de la gravité de la dépression. Et par exemple, c'est-à-dire qu'une dépression légère ne sera pas traitée de la même façon qu'une dépression sévère, et encore moins d'une dépression résistante qu'elle a depuis des années. Et ça dépend aussi du souhait de la personne qui est déprimée, qui est dépressif, et de sa personnalité. Donc en fait, c'est vraiment des traitements au cas par cas. Pour ce qui est de la psychothérapie, ça permet de travailler sur soi pour justement identifier les causes de la maladie, accompagner la guérison et éviter les rechutes. Et on a de nombreuses études qui ont prouvé l'efficacité de cette thérapie parce que ça apporte une écoute bienveillante, ça permet de mettre des mots sur la douleur et de lutter contre les pensées négatives et les pensées autodévalorisantes. Ce sont des séances qui doivent être régulières, c'est-à-dire à peu près d'1 à 2 séances par semaine pendant plusieurs mois selon l'importance des symptômes. Pour ce qui est des antidépresseurs, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus sur mon expérience avec les antidépresseurs, etc. parce que ça fait 1 an et demi que j'en prends et ma vision là-dessus a pas mal changé, donc je vous en ferai une vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc pour ce qui est des antidépresseurs, c'est des psychotropes dont le rôle est de faire disparaître les troubles de l'humeur. Et ils peuvent par exemple être recommandés dans le cas d'une dépression majeure parce qu'ils apportent un soulagement au bout de 2 à 3 semaines de prise. Donc c'est-à-dire que c'est pas comme un Doliprane ou un truc, c'est vraiment un médicament que vous devez prendre tous les jours et ne pas, surtout pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain. C'est un médicament que vous devez prendre tous les jours et qui fait effet 2 à 3 semaines après avoir commencé de le prendre. Donc c'est vraiment pas comme un Doliprane, enfin c'est un peu spécial. Mais parce qu'ils ont des effets secondaires importants comme des troubles du rythme cardiaque, des troubles sexuels, des vertiges, etc., ils sont prescrits que pour une période qui n'excède pas 4 à 6 mois. Moi ça fait beaucoup plus longtemps que j'en prends mais j'ai pas d'effets secondaires donc ça va. Il faut savoir que le médecin peut prescrire en début de traitement un médicament anxiolytique pour diminuer les angoisses qui sont associées à la dépression. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu des anxiolytiques avec. Mais il s'agit d'une prescription temporaire, juste le temps que justement les antidépresseurs fassent effet. Parce que au-delà de
quelques semaines, leur action est totalement diminuée aux anxiolytiques et il y a un risque réel de dépendance physique. Donc en fait c'est comme une drogue. Pour ce qui est de l'évolution de la dépression, parce que c'est vrai, c'est une maladie qui se traîne sur quand même une longue durée, il faut savoir qu'une dépression, ça peut disparaître spontanément en 6 et 12 mois, mais elle annonce souvent une récidive. Apparemment, la récidive survient dans les 5 années suivantes, dans 50 à 80% des cas, donc c'est quand même beaucoup. Et le risque s'accroît avec la répétition des épisodes, donc 70% des personnes ayant connu 2 périodes de dépression en présenteront une troisième. Et 90% de ceux qui en ont subi 3 en affronteront une quatrième, donc c'est quand même énorme. Et en plus, plus les récidives sont nombreuses, plus la dépression est sévère. Et au total, on estime que la moyenne des épisodes dépressifs majeurs au cours d'une existence se situe autour de 5. Mais il existe des variations considérables entre les individus. Enfin, comme je vous ai dit, c'est vraiment une maladie au cas par cas. On constate une moitié de guérison définitive et un tiers de guérison partielle. Donc pour une personne sur 5, l'évolution de la dépression sera chronique. Il faut savoir que le principal risque d'une dépression qui n'est pas traitée, c'est clairement le suicide. Donc selon un rapport de l'Académie de médecine, le risque de suicide est multiplié par 21 en cas de dépression. C'est énorme. Et au final, entre 5 et 20% des patients commettent une tentative ou adoptent un comportement suicidaire. C'est énorme. Donc dans les comportements suicidaires, on a la prise de risque, l'autodestruction, la mutilation, etc. Et donc le risque de mortalité est particulièrement élevé quand il existe des antécédents dans la vie du patient ou dans la famille. Lorsque la dépression a été déclenchée par un deuil ou par une séparation, moi je sais que ça a vraiment été déclenché par ça, et lorsque le dépressif est en situation de dépendance toxicologique, donc par exemple à l'alcool ou aux drogues. Pour ce qui est de la prévention de cette maladie, il y a plusieurs solutions qui existent pour se sentir mieux. Donc la première, c'est adopter un mode de vie sain. Moi je sais que j'ai énormément de mal à le faire, donc c'est-à-dire pratiquer un sport, une activité de relaxation, par exemple de la méditation, du yoga, respecter ses cycles de sommeil et manger de façon équilibrée. Ça peut être un premier rempart contre la dépression. Ensuite, on a sortir tous les jours afin de s'exposer à la lumière naturelle du jour. Moi, c'est vrai que quand j'étais au plus profond, au plus bas de ma dépression, je sortais pas de chez moi, et quand je sortais de chez moi, c'était en mode waouh, de la lumière, du genre waouh, c'était énorme. Ensuite, avoir une vie sociale riche, que ce soit entre amis ou en famille. Faut savoir que les liens sociaux sont très très importants pour une bonne santé mentale. Et ensuite, consulter dès les premiers signes de tristesse, genre prenez rendez-vous chez un psychologue, un psychothérapeute ou un psychanalyste pour désamorcer rapidement les premiers symptômes. Ou alors allez tout simplement en parler à votre médecin traitant si il vous connaît bien, vous le connaissez bien et vous avez confiance en lui. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, là, je vais parler pour des gens qui ont dans leur entourage un proche qui est atteint de dépression. Parce que c'est vrai que ça peut être compliqué de gérer ça, mais j'avais vraiment envie de vous faire une petite partie de vidéo là-dessus. Donc, en fait, au moindre doute, si vous remarquez qu'un proche a changé, qu'il est indispensable de lui faire admettre son état et son besoin de se faire aider, de se soigner. Et l'objectif, c'est qu'il consulte idéalement un spécialiste, un psychiatre ou un psychologue clinicien. Sinon, comme je vous ai dit, dans un premier temps, il peut voir son médecin généraliste qui est généralement bien formé sur le problème de la dépression. Et si besoin, il pourra lui prescrire des antidépresseurs qui serviront à votre proche de sortir la tête de l'eau pour pouvoir entamer avec un psychothérapeute ou un psychologue un vrai travail de fond. Et en fait, il est important que vous ne laissiez pas cette situation s'aggraver, parce que la personne dépressive, dans tous les cas, même si elle sait qu'elle est malade, même si elle sait que bon, elle a besoin d'aide et tout, et que enfin bon, elle sait qu'elle est mal, on sait qu'on est mal quand on est en dépression, mais on n'a pas envie de s'en sortir en fait. Là, je vais vous donner quelques petits conseils pour justement
vivre au quotidien avec quelqu'un qui est atteint de dépression, déjà pas de culpabilité. Souvent les proches comprennent pas les raisons du mal-être, d'autant plus quand il n'y a pas de problème majeur. Et donc ils peuvent se sentir responsables et ça peut créer des tensions. Il faut que vous sachiez que la dépression, ça a des causes multiples et complexes et que vous en êtes juste pas la cause. Euh, Ensuite, pas de reproches, c'est complètement inutile d'accabler la personne qui va mal en lui faisant 1000 reproches et en essayant de le motiver trop brutalement avec des phrases comme arrête de traîner au lit, te laisse pas aller, sors de chez toi, vois des gens. Ça marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche juste pas. Il faut être un réel soutien et vraiment être à l'écoute de cette personne. Il est important que vous restiez patient, ok, même si justement cette personne ressasse les mêmes idées et semble pas vous écouter, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on parle dans le vide, mais je vous assure que quand on est entouré et que des gens nous parlent et sont à l'écoute, on écoute justement, même si on donne pas l'impression d'écouter, on écoute tout et on sait que les gens sont là et juste ça, ça fait un énorme bien. Euh, Par contre, il faut que vous évitiez le piège de protection rapprochée et étouffante. Parce que là, c'est le pétage de câble assuré. Parce que justement, le risque, c'est que justement la personne dépressive se sente infantilisée et complètement diminuée. Et enfin, il est important de vous montrer rassurant en expliquant par exemple que la dépression se soigne et qu'il existe des solutions. Parce que quand on est vraiment au fond du fond, du fond, du fond, euh, pour nous, il n'y a même pas de solution pour aller mieux. Pour nous, ça se guérit pas en fait. Pour nous, on va être comme ça, mais pendant toute notre vie, alors que pas du tout. Et dernier petit conseil, même si comme je vous ai dit, même si votre proche semble pas réagir, il sera forcément sensible à votre affection et aux petits gestes que vous lui montrez. Euh, Parce que même si vos efforts peuvent parfois vous paraître inutiles de votre côté, en fait c'est très très utile. Au contraire, ouais, c'est très utile. Il ne faut pas que vous vous découragiez parce que votre soutien, c'est une aide précieuse et encore plus, je dirais, c'est une aide indispensable. Et en plus, il est important que vous ne vous laissiez pas envahir justement par tous ces comportements, par tous ces paroles vraiment pas joyeuses quoi. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Il me semble qu'elle a été un peu longue, je suis désolée si c'était trop long pour vous. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire si vous voulez témoigner ou même rajouter des choses, corriger des choses. Ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.